La Guinée a eu la chance de collaborer avec l'ENAP du Québec depuis 2014 à travers un projet de mise en place de l'École nationale d'administration publique de Guinée. Donc cette collaboration a évolué jusqu'à un certain niveau. Après, il y a eu une discontinuité. Aujourd'hui, le président de la République, depuis le 5 septembre, vous savez tous le chantier de la refondation qui a été lancé. Et derrière ce chantier de refondation, il y a eu les 5 valeurs partagées sous forme de piliers. Au centre, vous avez la refondation de l'État. Vous avez la rectification institutionnelle. Quand vous mettez les deux éléments ensemble, vous avez totalement la réforme de l'État au centre. Qui parle de réforme de l'État, parle de la modernisation de l'administration. Qui parle de réforme de l'État, parle spécifiquement du changement de méthode de gestion publique. La simplification des procédures, l'amélioration de la qualité du service public, l'accessibilité au service public, autant d'éléments. On a aujourd'hui un modèle que nous connaissons tous. On se pose la question, est-ce que c'est un modèle qui a produit les résultats qu'on voulait? Je dirais non. C'est pour cela, moi, je suis heureux d'être en face de vous, parce que plus je vois des Guinéens faire des parcours ici, plus j'ai l'espoir que dans un futur proche, la Guinée aura un vivier de compétences capable de transformer et de moderniser son administration publique. Aujourd'hui, il y en a peu qui ont cette pensée, parce que tout commence par la culture organisationnelle. Quand on parle de changement, les gens voient beaucoup plus le côté pratique de la chose. Mais le côté culturel de la chose, c'est le côté le plus important. Ça prend du temps. Le changement prend du temps. C'est pour cela, cet échange va me permettre de partager avec vous la vision actuelle des réformes que nous sommes en train de mener. Moi, au niveau du ministère de la fonction publique, plusieurs chantiers ont été abordés. Le premier chantier, c'est le chantier de la réforme du système de gestion des ressources humaines de l'État. Fichier unique de gestion administrative et de solde. Parce que la gestion de l'État, vous avez la gestion financière. Tout ce qui est administration financière, dans la salle, on a ici des inspecteurs de finances, nous avons l'administration du trésor. Tout ce corps-là est un corps qui appartient à l'administration financière dans la gestion de l'État. Mais vous avez la gestion des ressources humaines qui a une composante importante. Sans elle, aucune réforme n'est possible. L'agent public, comment le qualifier, comment lui trouver un modèle, comment lui faire jouer la fonction qu'il doit jouer pour qu'il contribue à la transformation de notre administration. Et donc, le projet-là a permis de mettre en place une base de données pour sécuriser la base de gestion des ressources humaines de l'État. Aujourd'hui, on est en mesure d'identifier, parce qu'on a pu le faire, d'identifier tous les agents. Et donc, on a mis en place la base pour un modèle de gestion optimale de nos ressources humaines. Donc, le fichier unique permet aujourd'hui d'avoir un cadre unique de gestion, non seulement de la carrière des agents, mais également du traitement de la solde des agents. Avant, il y avait un traitement qui se faisait à la fonction publique, un traitement au budget et un traitement au secrétariat général du gouvernement. Les deux centres de traitement ne se parlaient pas. La base de données qu'on avait était différente de la base de données qu'il y avait au budget. Et le budget payait une liste de fonctionnaires. Parfois, il y a des fonctionnaires qui étaient payés qui n'étaient pas à la fonction publique. C'était une grosse dispersion. De l'autre côté, puisque le recrutement se fait sur des actes, la gestion de carrière se fait sur des actes, les actes qui étaient aussi répertoriés au secrétariat général du gouvernement, le contenu ne reflétait pas ce qu'il y avait et à la fonction publique et au budget. Donc, ce projet-là a permis d'uniformiser et de créer un centre unique de gestion des ressources humaines de l'État. Ce projet, aujourd'hui, je suis très fier de vous dire ici que nous sommes à un niveau de gestion très avancé. Parce que même les salaires sont aujourd'hui automatiquement calculés dans la même plateforme. Les fonctionnaires, pour ceux qui sont là, qui reçoivent leur salaire, si vos mails sont à jour, vous recevez automatiquement les bulletins. Avant même, pour avoir son bulletin de paye, c'était toute une histoire. Il y a des DRH qui pourraient même vous dire qu'il faut payer de l'argent pour avoir son bulletin. Aujourd'hui, dès qu'on calcule le salaire, les états sont générés, automatiquement, vous avez le bulletin de paye. Automatiquement, vous avez un SMS qui vous informe que votre salaire est payé. C'est pour vous montrer la transformation dans la gestion aujourd'hui des ressources humaines de l'État. Le président, quand il a pris ses responsabilités en 2021, il a dit « Je vais assainir le fichier de l'administration publique, donc de la fonction publique, pour donner la chance à d'autres jeunes
de venir servir leur administration. Cela a permis de lancer un concours de recrutement avec un besoin de 10 000 agents qui devaient être recrutés, plus 10 000 autres fonctionnaires enseignants communautaires qu'on devait aussi régulariser. Nous avons pu conduire ce projet qui n'était pas simple. Pour quelqu'un qui est là, quand on dit recrutement, on pense à une opération simple. Mais quand vous avez 260 000 candidats, des jeunes Guinéens qui ont fini l'université, certains ont fait plus de 10 ans au chômage, ils veulent servir l'administration. Et derrière, on leur dit, pour être candidat, il faut payer 100 000 francs. La pression sociale était énorme. Et il fallait créer tout le système d'égalité des chances. On s'est dit, on va sur le pari de la transformation numérique. On a digitalisé le processus d'organisation. Les gens pensaient que c'était impossible parce qu'on s'est dit, est-ce que les gens savent utiliser même les tablettes pour répondre aux questions, ainsi de suite. Nous avons conduit ce chantier et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons terminé ce processus de recrutement. Nous sommes sur les dernières phases parce qu'il faut faire la biométrie avant de faire l'engagement à la fonction publique. C'est des exemples. Sinon, je peux vous citer autant de transformations qu'on a eu à opérer, mais compte tenu du temps, je vous citerai des projets clés que nous avons mis en œuvre qui montrent aujourd'hui la transformation en cours de notre administration. Il y a la gestion, par exemple, aussi des pensions de retraite. Avant, on était dans un modèle de gestion où ceux qui sont à la retraite, pour déjà régulariser leur situation et commencer à toucher des pensions, c'était tout un problème. Deuxièmement, les pensions étaient payées par trimestre, voire même par semestre. Troisièmement, les montants des pensions étaient faibles. Aujourd'hui, les pensions ont été mensualisées et les pensions ont été révalorisées à hauteur de plus de 70%. Et ça, pour nous, c'est une transformation qui impacte positivement et directement l'agent public qui est à la retraite, qui a servi l'État. Mais ce n'est pas fini. Les salaires sont très bas. Quand on veut lutter aussi contre la corruption, il faut améliorer le traitement des agents publics. Quelqu'un qui manipule, n'est-ce pas, les fonds publics, quelqu'un qui fait un travail au quotidien, il n'a pas d'autres sources de revenus, et on veut lui dire, tu ne sers que l'administration publique, comme ça se fait dans... Il faut quand même qu'il ait un traitement qui le mette à l'abri des besoins primaires. Et le président a compris ce message. Il a mis un programme en place qui est aujourd'hui mis en œuvre. Aujourd'hui, le salaire moyen qui était avant le 5 septembre d'environ 1,5 million, aujourd'hui, le salaire moyen est de 5,5 millions. Parce que les salaires ont été revalorisés. Les valeurs monétaires des points d'indice ont été rehaussées. Et vous avez d'autres avantages aussi qui ont été mis à la disposition. C'est depuis juillet dernier, nous avons mis en route une couverture médicale en faveur de tous les agents publics. Désormais, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous tombez malade, l'État vous prend en charge à hauteur de 80%. Et vous-même, vous prenez en charge les 20% comme ticket modérateur. C'est pour aussi gérer un peu le comportement des gens que nous avons placé le ticket modérateur à 20%. Pour moi, c'est une révolution. Et cette couverture médicale, c'est non seulement pour ceux qui sont en fonction, mais c'est aussi pour ceux qui sont à la retraite. Ce sont quelques projets qu'on est en train de mettre en œuvre. Et nous sommes aussi sur un investissement énorme, construire des centres de diagnostic médical et de cardiologie interventionnelle au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour une prise en charge médicale améliorée des agents de l'État et même des travailleurs aussi qui sont au niveau du privé. Ça, ce sont quelques réalisations du ministère du Travail et de la fonction publique. Mais au niveau global, depuis le 5 septembre, le président, il a décidé de transformer notre système économique. La transition, c'est pour cela, il a dit, elle repose sur 3 axes. C'est le social, c'est l'économie et le politique. Le social, parce qu'il faut travailler pour réconcilier les Guinéens. Parce que sans la paix, sans la cohésion sociale, quels que soient les projets ambitieux, on aura du mal à franchir le cap. Et sur ce axe-là, je vais vous dire, vous connaissez les réalités autant que moi, je n'ai pas besoin de revenir trop là-dessus, mais le procès du 28 septembre, les gens pensaient que c'était un rêve, que personne ne pouvait organiser ce procès. Les anciens présidents de la République, c'est des officiers, je dirais même les plus gradés de l'armée, c'était autant d'enjeux comme ça, mais le président s'est dit, c'est un cap à franchir si on veut parler de véritable réconciliation nationale dans notre pays. Dieu merci, ce procès aujourd'hui, le verdict a été rendu. C'est vrai, il y a certains qui ont fait des appels et ce processus aussi va se poursuivre. Tout cela a été mené sous le regard des grandes organisations internationales, y compris la Cour pénale internationale, parce que c'était un acte qu'il fallait poser. Et il y a d'autres actions qui ont été posées dans le cadre de la réconciliation nationale.
Mais tous les investissements sociaux aussi derrière visent à atteindre l'objectif de l'axe social. Et derrière ça, l'économie. Il faut qu'on pose les bases de la transformation économique. En 2022, la Guinée est passée d'un pays à revenu faible pour être classé désormais dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Ce n'est pas moi en tant que membre du gouvernement qui le dit, c'est un travail d'expertise opéré par les institutions, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et validé par toutes les instances pour confirmer qu'effectivement, nous avons désormais une capacité de remboursement, une capacité d'engagement financier très importante. Et ça, pour moi, pour un économiste que je suis, c'est une transformation majeure. Parce que ça veut dire que, en tant que pays à faible revenu, si tu ne pouvais emprunter que 100 millions de dollars, en allant dans une catégorie supérieure, tu peux désormais emprunter 1 milliard de dollars. Et plus on a la capacité d'emprunt, avec une capacité de remboursement élevée, plus on peut parier sur des projets, des méga-projets, des projets transformateurs. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres de routes sont réalisés, ça a désenclavé beaucoup de zones de production, ça a changé considérablement l'image de notre capitale. Et de l'autre côté, les mines, c'est notre potentiel de base. Nous avons tous entendu parler de Simandou, qui a été un projet rêvé, mais aujourd'hui devenu une réalité. Nous avons signé tous les closings financiers. Le projet est en train d'être réalisé. Il s'articule aussi autour de 3 composantes. La composante infrastructure, avec le port et les rails, mais il y a la composante mine. Et l'autre composante qui est très intéressante, c'est la composante aciérie. Parce que le président a demandé à toutes les sociétés minières de transformer désormais les minerais sur place. Aujourd'hui, les rails, on est à près de 80% du taux de réalisation du chemin de fer. C'est visible. Le port, on est presque à 70% de réalisation du grand port, qui va avoir une des meilleures capacités, n'est-ce pas, dans la sous-région. Donc, ça, ce sont des investissements visibles. Le projet fait 20 milliards de dollars. C'est un projet qui mobilise les grandes entreprises du domaine au monde. Vous avez Rio Tinto dedans, vous avez BAO, qui est le leader mondial de l'acier, vous avez le consortium WCS qui nous a aidé à mettre en place le projet CTG, donc la compagnie du Transguinéen. Donc, nous avons investi sur les infrastructures où l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Le président s'est dit, on exploite la bauxite depuis les années 60, mais ça n'a pas changé la vie des Guinéens. Il faut qu'on tire les leçons de ça. Et pour tirer les leçons de ça, aujourd'hui, le gouvernement est en train de finaliser un programme bâti sur la vision échelonnée à l'horizon 2040. C'est pour cela que vous entendez parler de Simandou 2040. C'est différent du projet minier, mais le programme bâti sur la vision 2040, c'est la vision transformatrice de la Guinée, mais en se basant sur les retombées du projet minier Simandou. Puisque l'autre, c'est un investissement privé qui va générer des revenus en termes de recettes fiscales, de recettes non fiscales, mais c'est l'utilisation rationnelle de ces ressources-là qui vont nous permettre maintenant d'investir sur l'agriculture, d'investir sur les infrastructures. Notre système éducatif doit changer, notre système de santé doit changer. Et là-dessus, d'ailleurs, nous avons lancé un programme qu'on appelle Simandou Academy. Simandou Academy va changer complètement notre système de formation. On a des programmes d'ailleurs avec le Québec, avec le réseau CEGEP, qui est en cours d'expérimentation avec la Guinée, pour accélérer la transformation de notre système d'enseignement professionnel. L'ENA, pour lequel je suis ici en mission au Québec, entre dans le cadre de Simandou Academy, parce que c'est un ambitieux programme. Sa mise en œuvre, il faut une administration de qualité. Et pour qu'on ait une administration de qualité, il faut qu'on forme les administrateurs. Certains sont là pour faire des parcours de maîtrise, pour qu'ils aient des outils, des aptitudes administratives de haute qualité. On peut faire la même chose en Guinée. La Guinée doit avoir son ENA. Dans la sous-région, nous sommes l'un des seuls pays qui n'a pas une école de formation des administrateurs. C'est quelques cabinets privés qui viennent vendre des formations à l'administration. Parfois, vous avez des gens qui viennent, vous qui êtes formés, vous êtes mieux formés que ceux qui viennent vous former. Il faut qu'on change ce paradigme-là. Ce n'est pas normal. Donc, si on veut réussir le pari de la transformation de notre pays, il faut une école dédiée à la formation des administrateurs publics, d'où le projet ENA. Et c'est ce qui constitue la raison d'être de notre mission ici. Moi, je suis formé ici, je connais bien l'ENAP du Québec et je connais vraiment tout ce qu'ils ont comme capacité scientifique à offrir des formations de qualité
ou une expertise, une assistance technique de qualité. C'est pour cela qu'on vient prendre leur modèle, le répliquer chez nous. On aura leur accompagnement. Dans les prochains mois, le travail concret va commencer. On va travailler avec eux sur les contenus pour avoir des programmes similaires aux programmes qu'ils ont. Ils vont nous accompagner sur la formation des formateurs pour que leur pédagogie et méthodologie de formation soient aussi transposées dans notre école nationale d'administration. Donc, on aura cet accompagnement avec la formation des formateurs. Donc, mais au-delà de ça, nous nous sommes dit en venant ici, il faut aussi travailler sur d'autres axes de coopération pour accélérer la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et du gouvernement guinéen. Pour cela, on a eu des rencontres de haut niveau sur certaines thématiques dont les résultats aussi seront partagés très prochainement. Mais ce qui est important, sur lequel je vais terminer mon intervention, ce n'est pas cette vision, mais qu'est-ce que les Guinéens gagnent, surtout des jeunes comme vous et moi. Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? La première chose, c'est les opportunités d'emploi. Ces opportunités d'emploi constituent l'un des premiers piliers de la stratégie de mise en œuvre de tous les projets d'investissement en Guinée. Vous avez entendu parler du fameux contenu local. Le contenu local, c'est 3 axes. C'est les emplois, c'est les opportunités d'affaires et le transfert de compétences. Ça veut dire concrètement quoi? Tous ceux qui vont désormais investir dans notre pays, y compris le méga projet Simandou, sur lequel je vais beaucoup plus m'accentuer, c'est que si vous devez recruter du personnel, la priorité absolue aux Guinéens. C'est quand vous ne trouverez pas de compétences recherchées en Guinée qu'on va vous autoriser à faire venir une compétence étrangère. Ça veut dire que c'est une opportunité. Nous-mêmes, on avait sous-évalué la capacité du projet à générer des emplois. Il y a quelques semaines, j'étais avec mon homologue des mines. On s'est amusé à faire la comptabilité des emplois créés. On est aujourd'hui autour de 40 000 emplois créés. Par Rio Tinto, par WCS, par BAO. Et ça, c'est des emplois directs. On n'a pas comptabilisé les emplois créés par des sous-traitants. Alors que le ratio, c'est 1 sur 2. Un emploi direct pour 2 emplois indirects. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour vous dire aujourd'hui, les opportunités y sont. Quand j'avais initié la rencontre à Montréal, c'était pour dire aux jeunes Guinéens formés ici, qui ont des diplômes vraiment de haute qualité, il y a des opportunités d'avoir du bon boulot en Guinée aujourd'hui. On n'a même plus besoin de dire il faut des relations. Ça ne marche plus. C'est des investissements privés. Vous avez une bonne qualification, l'opportunité de trouver du job y est aujourd'hui. Le deuxième axe aussi, c'est les opportunités d'affaires. Généralement, ceux qui sont dans des pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe, ils ont la capacité de mobiliser des financements, différemment de ceux qui sont en Guinée. Il y a aujourd'hui des opportunités d'affaires pour des contrats de sous-traitance, des contrats de co-traitance à travers les projets miniers, dont le principal qui est Simandou réserve aujourd'hui énormément d'opportunités de sous-traitance, que ce soit dans la chaîne de restauration, dans la chaîne de transport, dans la chaîne, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de chaînes de valeur qui se sont dégagées. Des jeunes Guinéens qui sont ici peuvent créer des PME, se mettre ensemble ou individuellement, créer des PME, rentrer pour aller à la conquête de ces opportunités d'affaires. Pour moi, c'est des messages clés que des jeunes formés ici peuvent avoir besoin. Parce qu'il ne faut pas qu'on développe toutes ces opportunités et qu'ils soient en dehors de ces opportunités-là. Il ne faut pas qu'on développe ces opportunités, que des étrangers viennent encore saisir ces opportunités au détriment des Guinéens. Vous avez des projets où la grille salariale, elle est très incitative. Hier, si la rémunération pouvait vous pousser à dire « je ne rentre pas parce que la sécurité financière n'y est pas », aujourd'hui, cette sécurité financière, elle y est. Parce que la grille de rémunération, elle est très intéressante. C'est des informations que vous pouvez obtenir à travers des mécanismes qui existent à ce niveau. Moi, je suis ministre du Travail, je ne suis pas ministre de l'Emploi, mais au niveau du ministère de l'Emploi, aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux d'information qui existent pour vous permettre d'accéder aux opportunités d'emploi qu'il y a au niveau du pays. Ce serait très mal agi de ma part de venir ici sans partager ces opportunités d'emploi et d'affaires aux Guinéens qui sont ici, qui ont des qualifications et qui ont aussi des opportunités de mobilisation de ressources. Et le troisième pilier du contenu local, c'est le transfert des compétences. C'est que pour certaines compétences qu'on ne trouve pas au niveau local, qu'on ne trouve pas chez les Guinéens, on autorise de recruter des étrangers, mais avec un agenda permettant de transférer des compétences aux Guinéens. Donc l'expert qui vient, il travaille, mais
il transfère des compétences aux Guinéens qui travaillent aux côtés de lui pour que 2 ans, 3 ans après, l'entreprise puisse le libérer et que les Guinéens prennent le relais. Désormais, 20% des revenus miniers, le président a décidé de mettre ça sur l'éducation. C'est à travers des bourses de formation que nous allons octroyer. Ça a d'ailleurs commencé. Désormais, les meilleurs élèves au baccalauréat de toutes les préfectures de la Guinée vont être envoyés dans des grandes écoles de pointe à l'étranger, en Amérique, en Asie et en Europe, pour les former, parce que le président s'est dit les mines vont finir. Mais le capital humain, ça doit être la ressource sur laquelle il faut plus investir pour le développement durable de notre pays. Donc voici les opportunités qu'il y a. Au niveau de l'administration publique, nous, on a recruté récemment, mais mes collègues le savent. Le projet aujourd'hui qui est sur ma table, c'est de repenser les modalités de recrutement pour l'administration publique. On ne peut plus continuer à recruter comme on l'a fait récemment. Une administration publique, ce n'est pas tout le monde qui est dédié à la servir. Donc, on est en train de travailler sur un projet de décret qui va organiser les procédures de recrutement. Et nous allons avoir une modalité beaucoup plus spécifique pour inciter la diaspora à revenir servir son administration publique. Donc, il y aura des concours spécifiques qui seront dédiés aux jeunes Guinéens qui sont formés à l'étranger, qui veulent rentrer pour servir l'administration. Donc, ce concours sera annuel pour uniquement cibler les compétences guinéennes formées à l'étranger pour entrer. Les autres pays le font, pourquoi pas nous? Et je pense qu'on a besoin de le faire. Donc, je peux vous dire que tout ça, ce sont des opportunités pratiques que nous voulons créer et nous sommes en train de créer pour notre administration. Donc, voici les messages que je voulais partager avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en venant ici, c'est aussi pour recueillir des propositions. Vous êtes l'élite, vous êtes des administrateurs chevronnés par votre parcours, votre expérience, mais aussi les formations que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez jouer un rôle clé. On est preneur de toutes les propositions qui pourront être formulées dans le cadre de l'amélioration de la feuille de route gouvernementale, mais aussi s'il y a des préoccupations. Monsieur le chargé d'affaires avait porté à notre attention, plus d'autres Guinéens, la question des bourses de formation. La Guinée est lésée par rapport aux pays voisins. Et je crois qu'on a eu des rencontres de haut niveau où cette question aussi a été portée au niveau du Québec ici. Merci, monsieur le ministre.